Bonjour à tous. Merci d'être ici aujourd'hui avec moi pour discuter ce sujet de grande importance, la prévalence de la résistance aux antimicrobiens dans le cycle de l'eau. Pour moi, c'est un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui et de vous présenter les résultats préliminaires de ma recherche de doctorat et mettre en lumière ces problèmes de santé publique majeurs qui touchent toute notre société. Bon, avant de commencer, j'aimerais juste prendre quelques minutes pour qu'on puisse parler de l'importance de l'étude de la résistance antimicrobienne. Peut-être que certains de ces noms ici sur la diapositive vous soient familiers. Les antimicrobiens, aussi appelés antibiotiques, font partie de notre vie quotidienne. Depuis qu'ils ont commencé à être produits à large échelle au début du XXe siècle, ces médicaments ont été appelés des pilules magiques parce qu'en effet, auparavant, une infection simple, comme un mal de gorge ou une coupure de doigt, aurait pu être fatale et les antibiotiques ont rendu ces infections traitables et ont complètement changé notre réalité, notre mode de vie et ont augmenté significativement notre espérance de vie. Mais malheureusement, cette réalité commence à changer au cours des dernières décennies. Aussi qu'on soit capable de créer ces pilules magiques, les bactéries peuvent aussi créer des stratégies pour s'adapter et survivre face à ces médicaments. En effet, la résistance, elle comprend justement à la capacité d'une bactérie à survivre aux effets des substances qui sont censées les tuer ou contrôler sa croissance. Cette résistance, elle peut être naturelle, ça veut dire qu'elle découle des particularités inhérentes à la morphologie ou au métabolisme d'une bactérie, ou elle peut être acquise. Dans ce dernier cas, la bactérie est capable de survivre aux effets d'une substance qui était auparavant efficace. Dans d'autres mots, elle était sensible et est devenue résistante. Mais je trouve qu'il est toujours important de préciser que les bactéries, les antimicrobiens, ne sont pas capables de créer des souches résistantes. En fait, ils sélectionnent des bactéries qui sont déjà résistantes dans une population. Ces schémas ici sur la diapositive exemplifient très bien ce que je viens de dire. Ici, on voit une population de bactéries qui sont sensibles aux antibiotiques. Alors, de façon aléatoire, dans la nature, elles peuvent souffrir une mutation dans leur génome qui les rend résistantes. Ensuite, dans un contexte clinique, par exemple, quand un médecin administre un traitement par ces mêmes antibiotiques, les souches sensibles vont mourir et la bactérie résistante est capable de survivre, s'y multiplier et s'y propager. En effet, la résistance, elle est un phénomène disséminé partout dans le monde. Aujourd'hui, elle est considérée par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des 10 plus graves menaces à l'humanité et elle est reconnue comme la pandémie silencieuse. Malheureusement, à la fin de cette présentation de 20 minutes, il est estimé qu'environ 100 personnes auront contracté une infection résistante aux antibiotiques et qu'on va avoir au moins un décès en conséquence. Actuellement, environ 700 000 personnes meurent à chaque année à cause d'une infection résistante et ces chiffres pourraient augmenter jusqu'à 10 millions d'ici 2050. Ces graves problèmes de santé publique limitent nos options thérapeutiques, augmentent la durée de séjour à l'hôpital, ainsi que la morbidité et mortalité des infections, ce qui entraîne des coûts élevés pour les systèmes de santé, mais en dernière instance pour toute la société en général. Pendant longtemps, la résistance était regardée comme un phénomène qui était juste, ça touchait juste à l'hôpital. Mais aujourd'hui, on sait qu'elle ne reconnaît pas les frontières, elle ne reste pas exclusive au milieu hospitalier. En fait, elle découle des interactions complexes entre les humains, les animaux et son entourage. Ces diagrammes ici, sur la diapositive, nous montrent à quel point la chaîne de transmission de la résistance est complexe. Nous, les humains, par exemple, quand on prend des antibiotiques, on sélectionne des souches résistantes dans notre microbiote. Et que ce soit en allant à l'hôpital ou au sein de la communauté, on peut transmettre ces souches les uns aux autres. Les animaux sont aussi un réservoir de bactéries résistantes. On peut échanger ces bactéries avec nos animaux de compagnie et la prise d'antibiotiques chez les animaux d'élevage a un grand impact sur cette chaîne. Les bactéries résistantes dans leur microbiote peuvent rester dans la viande ou d'autres produits destinés à la consommation humaine. De plus, leurs sels peuvent contaminer directement l'environnement. Et souvent, les excréments sont utilisés comme engrais agricoles, contaminant la production des fruits et les légumes. Les égouts, ils peuvent être influencés par les milieux les fermes, les milieux agricoles, les milieux urbains
et aussi les milieux hospitaliers. Et dans des stations d'épuration, actuellement, bien qu'on est capable de réduire la charge bactérienne totale, on n'a pas de processus spécifiquement conçus pour limiter la présence des gènes de résistance. Et il y a même des évidences dans la littérature qu'on peut augmenter la présence des bactéries résistantes. Ensuite, l'eau usée traitée contamine les eaux récréatives qui, à leur tour, deviennent une source de contamination pour les humains et les animaux. En plus, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, les individus voyagent partout dans la planète, propageant les souches résistantes à une échelle mondiale. Je crois qu'à présent, vous êtes convaincu qu'il est important d'étudier la résistance bactérienne. Mais vous vous demandez peut-être comment l'analyse de l'eau peut nous aider à faire face à ces défis. En fait, pour combattre la résistance, il est très important d'établir des programmes de surveillance qui vont nous aider à identifier des moteurs de la résistance, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent favoriser la propagation de ces phénomènes. En plus, à travers de ces types d'études, on est capable de connaître notre épidémiologie locale. Ça veut dire les gènes de résistance et les bactéries résistantes qui circulent dans notre environnement. Et ces connaissances sont essentielles pour nous aider à mieux planifier des stratégies de prévention et de traitement. Cependant, les études de surveillance au niveau populationnel, basées sur la prise des échantillons humains, sont souvent complexes, laborieuses et coûteuses. Et c'est précisément dans ces contextes que l'analyse de l'eau, surtout des eaux usées, ressort comme une alternative intéressante. Les eaux usées, comme on vient de voir, elle est directement impactée par les milieux hospitaliers, les milieux urbains, les fermes, et elle nous donne, en fait, elle sert comme une sorte de miroir et nous donne une image de ce qui se passe au niveau communautaire. Dans notre cas, en plus de cette évaluation environnementale, on fait aussi une recherche épidémiologique pour connaître les habitudes de vie et les perceptions de la population vis-à-vis la résistance aux antibiotiques. Ainsi, notre principal objectif avec cette investigation est de mettre en relation la prévalence des gènes de résistance dans le cycle de l'eau avec les comportements au sein de la population afin justement d'estimer leur impact sur l'évolution de la résistance. Pour ce faire, nous allons tout d'abord identifier quelles sont les bactéries présentes dans ces échantillons. On va faire ça à travers de l'amplification et séquençage de l'ARN ribosomal 16S pour étudier la biodiversité bactérienne. Ensuite, on veut justement savoir quel est le type de résistance qu'on a dans notre environnement. Et pour ce faire, on va détecter un ensemble de gènes qui ont une relevance clinique, mais aussi environnementale. On cherche aussi à savoir comment la résistance varie dans le temps et espace. Et pour cette raison, en plus de détecter ces gènes de résistance, on va les quantifier en utilisant une technique de biologie moléculaire qui s'appelle PCR quantitative. Finalement, pour réaliser notre principal objectif, qui est de connaître l'impact des habitudes de vie sur la propagation de la résistance, on va mettre en relation les résultats issus de cette analyse environnementale avec notre analyse épidémiologique à travers d'une analyse spatiale. La première phase d'analyse de notre projet était centrée justement sur les prélèvements des affluents d'eau usée dans une ville d'intérêt localisée dans la province du Québec. Les échantillons ont été prélevés pendant l'automne 2020, les printemps et été 2021 dans le cadre d'un projet mené par des collaborateurs. Alors, c'était des échantillons archivés et ensuite, dans les cadres de notre projet, on a fait deux campagnes d'échantillonnage. Une qui a eu lieu pendant l'hiver jusqu'au printemps, l'hiver 2021 jusqu'au printemps 2022, et plus récemment, en été 2022, dans le but d'élargir notre compréhension de comment les gènes de résistance circulent dans le cycle de l'eau, on a inclus deux points de prélèvement, à savoir l'eau des sources, l'eau potable, l'entrée d'eau d'un hôpital, les fluents dosés de cet hôpital et en plus de l'affluent, on a aussi inclus les fluents et les buts des stations d'épuration. Les échantillons d'eau brute et d'eau potable ont été filtrés et ensuite les filtres étaient coupés en plusieurs lamelles et conservés à moins 80 degrés jusqu'à l'extraction d'ADN. Les échantillons dosés ont été tout d'abord centrifugés, les surnageants étaient filtrés, les filtres étaient aussi découpés en lamelles et les filtres écoulos ont été gardés jusqu'à l'extraction d'ADN.
L'ADN extrait était utilisé pour deux techniques de biologie moléculaire différentes, les séquençages CSS qui nous permet d'identifier les bactéries au niveau du genre et espèce et la PCR quantitative qui nous permet de détecter et quantifier les gènes de résistance. Au total, 162 échantillons ont été récupérés et sous cette graphique, on observe la variation de la charge bactérienne dans le cycle de l'eau sur une échelle linéaire. Comme on pourrait s'attendre, les affluents dosés sont les échantillons les plus chargés du cycle et on observe une réduction entre l'affluent, l'eau usée non traité qui arrive à les stations d'épuration et l'effluent, l'eau usée qui sort de les stations, ainsi que les bulles avant et après traitement. Mais quand on regarde ces mêmes résultats sur une échelle logarithmique, on voit que bien qu'il y ait une réduction entre l'affluent, la concentration des bactéries dans l'affluent et l'effluent, cette réduction elle est moins importante que la réduction qu'on vérifie dans le traitement d'eau potable où il est possible de réduire d'environ 4 ordres de grandeur dans la charge bactérienne. Ici, on voit plus précisément la variation entre la concentration bactérienne de l'affluent et l'effluent. Dans la plupart des cas, on a une réduction, surtout elle est bien prononcée pour les stations d'épuration A et B, mais elle est un peu plus subtile, la réduction de la charge bactérienne, pour les stations C. Et d'emblée, cette station, elle a déjà une concentration en charge bactérienne un peu plus élevée et on estime que cela est dû au fait que cette station, en fait, elle couvre un plus grand secteur de la ville d'intérêt, qui est un secteur aussi qui a une densité populationnelle plus élevée et les affluents de cette station d'épuration sont impactés par les effluents des industries qui se situent dans ces secteurs. Ici, je vous présente les résultats concernant la première phase d'analyse environnementale de notre projet, ça veut dire les affluents qui ont été prélevés jusqu'au printemps 2022. L'analyse des PCOA, elle révèle que les variations saisonnières, elles ont un impact significatif sur la diversité bactérienne. Et comment on peut arriver à cette conclusion? En fait, quand on observe cette graphique, chaque point représenté ici correspond à un échantillon différent. Et ici, nous avons un code couleur qui attribue une couleur différente selon la saison des prélèvements. Les points les plus proches dans ces graphiques signifient des échantillons qui ont une composition bactérienne similaire, tandis que les points plus éloignés signifient des échantillons avec une composition bactérienne différente. On peut observer que les échantillons prélevés pendant les saisons plus froides d'automne et hiver sont regroupés ensemble, tandis que ceux prélevés au printemps ont un profil plus similaire à ceux prélevés en été. Quand on regarde, on voit aussi que trois échantillons prélevés au printemps présentent un profil similaire à celles prélevées dans des stations un peu plus froides. Mais quand on a regardé la date du prélèvement, on a constaté que ces échantillons ont été prélevés pendant les mois de mars, qui c'est un mois encore assez froid dans la ville d'intérêt. Ici, l'analyse d'abondance relative, elle confirme ces résultats. Dans ces graphiques, chaque barre représente un échantillon différent et chaque couleur correspond à un genre bactérien. On peut constater que pendant l'hiver et l'automne, on a la prédominance d'un genre bactérien spécifique, qui c'est le Trichococcus. Le Trichococcus, c'est un actinobactérie souvent associé à des environnements aquatiques. Cette bactérie, elle n'est pas pathogène, mais elle est considérée un microbe opportuniste. Ça veut dire qu'elle peut causer des infections dans certains contextes, notamment chez les individus immunodéficients, les personnes un peu plus âgées et aussi les plus jeunes. Ici, par contre, on voit que les conditions un peu plus équilibrées du printemps permettent la coexistence d'une plus grande diversité de bactéries. Nous observons la même tendance, quelle soit les stations d'épuration. En ce qui concerne la prévalence des gènes de résistance, je vous présente ici les résultats concernant aux affluents qui ont été prélevés jusqu'au printemps 2022. Selon nos résultats, l'ensemble des gènes recherchés ont été détectés dans presque 100% de nos échantillons, sauf pour deux gènes différents qui ont été détectés à une prévalence de 54 et 75% respectivement.
L'analyse de RheatMap présentée ici nous donne quelques informations intéressantes. Ici, chaque barre correspond à un échantillon et on a deux codes couleurs, un qui indique la station d'épuration des prélèvements et l'autre qui indique la saison pendant laquelle l'échantillon a été prélevé. Ici, en couleur, les gènes de résistance, ils sont indiqués ici à gauche et une couleur un peu plus foncée indique justement un gène qui a une abondance relative plus élevée. Ici, on parle d'abondance relative au gène de l'ARN ribosomale 16S. Et pourquoi on utilise cette mesure? On n'utilise pas les nombres total des copies d'un gène. En fait, c'est en question de normalisation des données. C'est important, en fait, si on utilise le nombre total d'un gène, il peut varier beaucoup selon la concentration des micro-organismes présents dans l'échantillon. Alors, pour pouvoir les comparer, c'est essentiel d'utiliser la mesure d'abondance relative où on prend le nombre des copies de gènes d'intérêt, ici des différents gènes de résistance, et on les divise par le nombre des copies de l'ARN 16S qui reflète la charge bactérienne totale. On peut constater qu'en plus d'être prévalents dans 100% de nos échantillons, les gènes de résistance aux macrolides, qui sont ces deux premiers ici, sont les plus abondants. Ces résultats, il est déjà attendu une fois que les macrolides sont des antibiotiques très utilisés en médecine vétérinaire et aussi en médecine humaine. Et ces résultats, en fait, des résultats avec la même tendance ont été observés par des différents groupes de recherche dans d'autres parties du monde. En ce qui concerne les gens de résistance au bêta-lactame à large spectre, pour les SHV, ces résultats est aussi attendu parce qu'il s'agit d'un enzyme qui a été décrit pour la première fois dans les années 90 et depuis lors, elle s'est diffusée soit dans les milieux hospitaliers et aussi dans les milieux communautaires. Par contre, la présence, l'abondance élevée de le gène CTXM et NDM est un peu plus préoccupante parce que ces deux gènes y confèrent la résistance à des antibiotiques qui sont considérés comme des derniers choix en milieu clinique et sont utilisés pour traiter des infections graves. Ici, les principales conclusions qu'on peut tirer de cette analyse, les messages à garder, c'est justement qu'on a eu en prévalence très élevée des gènes de résistance. Tous les gènes ont été trouvés pratiquement à 100%, à l'exception des deux gènes, et la résistance aux macrolides et aux bêta-lactamines, euh, en fait, ce sont les gènes les plus abondants dans notre cohorte d'échantillons. Dans la deuxième phase d'analyse environnementale, en plus de prélever les affluents, comme j'ai déjà mentionné, on a aussi collecté les effluents des stations d'épuration. En ce qui concerne les affluents, on a vu un profil des prévalences et abondance des gènes de résistance très similaire à ceux qui ont été prélevés jusqu'au printemps de 2022. Mais quand on regarde les fluents, on voit que bien que l'abondance des gènes de résistance diminue entre affluents et effluents, dans la plupart des cas, les gènes de résistance, ils sont encore présents dans l'eau usée traitée en quantité détectable. On a aussi été surpris de voir qu'en plus de détecter des gènes aux antibiotiques à large spectre dans l'eau usée traitée, on a aussi les détectés dans l'eau brute, qui c'est l'eau qui provient de la rivière avant le traitement. Toutefois, il est important de noter qu'aucun gène n'était détecté dans l'eau potable traitée. Comme je mentionnais, nos principal objectif est justement de comprendre comment la résistance varie dans le temps et espace. Ici, on voit des différents gènes dans ces graphiques ici, par exemple les premiers graphiques, 4 différents gènes qui codent pour la résistance à la même classe d'antibiotiques, les bêta-lactames à large spectre. Et on peut voir qu'ils ont un profil de variation très similaire. Et différemment d'autres résultats que je vais vous montrer plus tôt aujourd'hui, ici on ne voit pas un impact significatif des saisons. C'est la même chose pour les graphiques, les deuxièmes graphiques, où on voit 3 gènes différents qui codent pour la résistance au carbapénème. Les profils est vraiment similaire au point que parfois les courbes sont superposées.
Et en fait, notre hypothèse, c'est justement que cette oscillation, elle est plutôt liée au profil des consommations d'antibiotiques. Et on prévoit d'étudier ça un peu plus en détail avec notre partenaire, l'Institut national de santé publique du Québec. On va avoir justement accès aux données des prises d'antibiotiques dans la ville d'intérêt pendant la même période. En ce qui concerne la variation de la résistance dans l'espace, dans une perspective de cycle de l'eau, on voit que ça peut varier beaucoup différemment de la tendance qu'on a observée pour la charge bactérienne totale, quand on a trouvé que l'affluent était justement les fonctions les plus chargées, comme on s'attendait. Pour les jeunes des résistances, en fait, cette proportion, elle varie. Ici, on voit que pour les gens de résistance aux macrolides, les MPH et le MFA, on a un profil un peu plus environnemental avec une abondance plus élevée dans l'affluent. Mais pour les gènes qui codent la résistance au bêta-lactam à large spectre, SHV et CTXM, on voit qu'il y a une très forte association de ces gènes à l'affluent et l'effluent hospitalier. C'est aussi inquiétant le fait qu'on les trouve en abondance relativement élevée dans l'eau brute et on peut observer que pour certains de ces gènes, il y a une légère augmentation entre la quantité et la proportion présente dans l'affluent et l'effluent, c'est-à-dire l'eau usée traitée. Un profil similaire était vérifié pour les gènes de résistance NDM et KPC, qui sont des gènes de résistance au carbapénème, des antibiotiques à large spectre. Ils ont aussi été détectés dans des quantités alarmantes dans l'eau brute. Les gènes OXA, par contre, ils présentent un profil plus similaire au macrolide et est plus répandu dans l'environnement. Et le gène TEM est plus associé à des effluents hospitaliers. Comme je mentionnais auparavant, on va mettre en relation les résultats issus de cette analyse environnementale avec une évaluation des habitudes de vie et des comportements de la population vis-à-vis de la résistance antimicrobienne. Cette investigation est de type observationnel, transversale et descriptive, et notre population cible sont les habitants des deux villes d'intérêt situées à la province du Québec, âgés de 18 ans et plus, sans aucune restriction de genre. On a collecté des données par le biais d'un questionnaire adapté de l'OMS et on analyse ces données à l'aide des deux logiciels, les RStudio et les Microsoft Excel. L'analyse préliminaire nous révèle certaines méconnaissances par rapport à la résistance. Par exemple, 41% des participants ne pensent pas que c'est possible d'échanger des bactéries avec son animal de compagnie. Presque 13% d'entre eux affirment qu'ils ont déjà pris un traitement sans prescription médicale, malgré que cette pratique soit interdite au Canada. Et la plupart, 57%, pensent que la résistance survient lorsque leur corps devient résistant aux antibiotiques et que ceci ne fonctionne plus. Mais en fait, comme on vient de voir, c'est pas notre corps qui devient résistant, c'est plutôt les bactéries. Et on estime que s'ils pensent que c'est quelque chose qui est associé seulement à leur corps, ils vont porter moins d'attention, ils vont pas comprendre qu'il s'agit d'un phénomène qui peut être transmis personne à personne et ils vont porter moins d'attention aux mesures de prévention comme l'hygiène, le lavage des mains, etc. Bon, on arrive à la fin de notre présentation et j'aimerais juste souligner les principaux points qu'on a discutés ici aujourd'hui. On a vu que l'analyse du cycle de l'eau est très utile pour nous en recherche, justement parce qu'elle nous permet d'obtenir une image de la dissémination de la résistance dans l'environnement. Selon nos résultats, les échantillons d'affluents dosés, elles présentent la charge bactérienne la plus élevée du cycle de l'eau en résultat attendu. On a vu qu'il y a une réduction entre la charge bactérienne de l'affluent et l'effluent, mais elle est moins significative dans les traitements dosés par rapport à celui d'eau potable. Nos analyses basées sur les gènes 16S nous montrent que les saisons ont un impact significatif sur la diversité bactérienne. On a vu aussi que les gènes de résistance aux antimicrobiens sont largement présents dans des échantillons dosés et l'abondance de certains gènes, comme on a vu pour les SHV et le CTXM, peut même augmenter légèrement après le traitement. Certains gènes de résistance aux antibiotiques ont été détectés dans l'eau brute, mais pas dans l'eau potable, et une analyse préliminaire des habitudes de vie révèle déjà certaines méconnaissances par rapport à la résistance.
Dans nos perspectives futures pour les prochains mois, on va justement effectuer l'étude qu'on va faire en partenariat avec l'INSPQ pour mieux connaître les facteurs qui peuvent influencer la variation de la prévalence des gènes de résistance dans le temps et espace. Et on va aussi analyser plus en détail l'association entre la prévalence des gènes de résistance et les habitudes de vie. Je remercie mes directrices, Dr. Caroline Quach et Dr. Émilie Béda et ses respectives équipes de recherche, tous nos collaborateurs et les personnels du laboratoire, ainsi que nos sources de financement, notamment les fonds de recherche du Québec, Nature et Technologie, qui m'a accordé ma bourse de doctorat, et les fonds d'amorçage de Centro, qui a financé ces projets. Je vous remercie de votre attention et je ouvre pour la période des questions.